Et bien voilà, ça y est, Dookie nous a quittés vendredi 3 mai 2024 à 10h50. Je tenais à faire cette vidéo un peu particulière à titre personnel et surtout pour rendre hommage à mon fils, mon petit frère, mon compagnon de vie, mon chien, tout ça en un seul petit être. Cette vidéo lui est consacrée pour pouvoir m'aider à faire son deuil, mais aussi pour pouvoir garder une trace de son histoire et pas que ce soit juste uniquement dans mes pensées, mais que à tout jamais, il y ait cette vidéo, que je puisse me remémorer dans X années et pouvoir revoir cette vidéo. Donc c'est pour ça que cette vidéo lui est intégralement dédiée. Tout a commencé lors d'un appel entre ma tante et mes parents. Elle avait une amie qui cherchait des gens pour pouvoir devenir propriétaire d'un chien. C'était un Shih Tzu plus précisément, car ses parents, Happy et Birthday, avaient fait une portée de 4 mâles et tous avaient été achetés sauf un. Et j'étais loin d'imaginer que ça allait être lui, ce petit bout de chou né le 8 janvier 2008 qui allait changer ma vie. À cette époque-là, j'étais assez jeune, j'allais avoir 9 ans, et à peine que j'avais entendu leur conversation téléphonique, que je m'empressais de les supplier de pouvoir avoir ce chien, quoi. Ce qui n'était certainement pas du tout le cas de mes parents. Ils voulaient absolument pas adopter un chien. Il y avait trop de responsabilités, il fallait trop de temps, trop d'investissement. Surtout qu'en plus, c'était une pure race, et donc du coup, il était à un prix assez élevé pour eux, et donc je leur ai fait littéralement la misère pendant plusieurs jours. Je faisais que de pleurer, je les boudais, et puis je leur répétais en boucle mais je le veux ce chien, etc. etc. Jusqu'à ce qu'ils acceptent à certaines conditions, que ce serait à moi d'assumer et de s'en occuper, mais également à devoir l'acheter. Et heureusement, j'avais un peu d'argent de poche que mes parents m'avaient donné, que j'avais économisé depuis plusieurs années, et fort heureusement, j'avais littéralement pile la somme qui était de 550 €. Et du coup, finalement, ils ont accepté le marché. On a donc contacté la propriétaire pour pouvoir organiser un lieu de rendez-vous qui était sur un parking à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi. Je me souviens qu'on était arrivé au lieu de rendez-vous, elle a sorti les chiens, parce qu'il y avait mon chien, et du coup, son petit frère qui était avec lui, et au moment où elle l'a sorti de la voiture, je l'ai regardé, et j'étais pas tout seul, je me souviens que ma mère également le regardait bizarre, et je me rappelle qu'on ne voulait pas y croire au début. On le regardait en mode, c'est vraiment lui là? Genre là c'est le chien que j'ai acheté là. Il ressemble vraiment à ça là. Ah ouais mais non en fait j'étais carrément déçu parce que je ne m'attendais pas à avoir ce chien là. Parce que je me souviens à l'époque, je n'avais pas encore internet en 2008. Bon, pour certains, vous allez faire les choquer et dire « Quoi, comment ça, il avait pas internet en 2008 ?» Mais bah, j'étais encore tout jeune. Je crois qu'on avait un vieux ordinateur qui servait à pas grand chose, c'était juste pour pouvoir faire du traitement de texte et des petits trucs comme ça. Et donc du coup, je n'avais pas internet. Et donc, j'avais pas cherché sur internet du coup ce que c'était un Shih Tzu quoi, et à quoi ça pouvait ressembler, et du coup je m'étais fait vaguement une image de à quoi il aurait pu ressembler, et puis même je crois que ma tante avait envoyé une photo par téléphone par MMS pour montrer à peu près à quoi un Shih Tzu ressemble, mais je sais pas. Le jour où je l'ai vu, ah, il était tout noir, il était très, je sais pas, il était grave sombre, un peu bouboule. Tu disais, mais attends, mais comment ça, mais j'ai pas signé pour ça, quoi. Franchement, il est pas si beau que ça, et j'étais un peu dégoûté, je me souviens, quoi. Et finalement, après avoir fait quelques petites connaissances avec lui, je me souviens juste de les tout premiers instants avec lui, c'était, il est sorti, elle l'a lâché sur un parking, il jouait avec son frère, qui du coup s'appelait Dali, et ils jouaient comme ça, ils allaient sous les voitures, ils se suivaient, machin, ils aimaient bien jouer tous les deux. Et petite anecdote que je n'ai pas racontée également, qui est très très importante en plus, c'est le nom. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé Dookie? C'est tout simplement parce que il était né lors de la période des dés, parce que du coup je crois on doit donner un nom, il y en a qui le font plus trop tu vois, mais normalement il faut donner le prénom à un chien en fonction des lettres, des mois quand il naît, enfin bref c'est un gros bordel, mais bref, je pense qu'il y en a plus d'un qui doivent comprendre ce que je dis, mais en tout cas, ça tombait quand il est né pendant la période des D. Et donc, j'essayais de trouver un nom qui pouvait sonner bien, tu vois, avec la lettre D. Et après moult et moult réflexions, au début, il devait s'appeler Doki. Donc, ça va, mais c'est moyen, quoi. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'est sûr qu'il va être tout doux, quoi. Genre, il a des longs poils, un Shih Tzu, normalement, ça a un long poil soyeux, etc., etc. Et donc, tu penses à du doux, tu penses à le prénom que j'ai dit juste avant, Dou, qui s'est transformé en
Dookie, tout simplement. Mais enfin donc bref, une fois que du coup on a fini de parler avec la propriétaire, on a récupéré Dookie dans la voiture et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais le cœur littéralement brisé de voir du coup mon chien dire au revoir à son frère. Ça me brisait le cœur parce que je me suis dit, mais en fait là on est littéralement en train de l'enlever de déjà ses parents. Il y a quelques heures auparavant, il était avec ses parents, il s'est fait enlever d'être avec ses parents et en plus là, il doit quitter son frère avec qui il aimait bien jouer et j'avais trop le cœur brisé. Je me suis dit putain, le pauvre, maintenant sa famille ça va être nous et rien d'autre. Donc on l'a pris avec nous, je me rappelle que c'était ma mère qui du coup l'avait pris sur elle, sur ses genoux, et vu que c'était un petit bébé et que du coup il avait pas l'habitude des transports, je me rappelle, alors je sais plus s'il avait vomi ou s'il avait pissé sur les genoux de ma mère, mais en tout cas je me rappelle qu'après quelques heures, il lui en avait mis partout. Ma mère était dégoûtée, mais en même temps ça se comprend, c'est un petit chiot, il faut encore qu'il apprenne la vie, quoi, comment se comporter, il a pas encore été vraiment éduqué, enfin bref, il avait même pas été pucé, etc. etc. C'était à moi de faire tout, quoi. Mais donc on l'a ramené à la maison, et je me souviens que on n'avait pas encore de niche pour lui, parce qu'on savait pas encore à quoi il allait ressembler niveau gabarit, quoi. On avait une idée à peu près approximative, mais on savait pas en termes de gabarit déjà comment il allait être bébé, mais également quand il allait grandir, la taille qu'il ferait. Donc en fait, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait prendre comme panier, quoi. Et donc, je me souviens que la toute première fois quand on l'a accueilli, c'était lamentable, hein. Mais on avait fait avec les moyens du bord, et je crois que c'était une petite cagette en bois où on récupère les légumes dans les supermarchés là. On avait mis mon chien là-dedans avec une petite couette parce que du coup les Shih Tzu aiment énormément tout ce qui est moelleux et du coup on avait cette information là. On a essayé de rembourrer tout ça avec un maximum de couettes, des trucs bien confortables, avec une petite peluche. Et je me souviens avoir pris cette photo à l'époque, c'était avec des pellicules et regardez comme il est mignon. Il a une bouille. Il était trop beau. Mais il était tout noir comparé à les derniers jours où il était là, quoi. Puis même les dernières années, petit à petit, il s'est éclairci. Il avait plus du tout cette couleur-là. Au bout de quelques semaines, une fois qu'il avait commencé à bien grandir, son poil est passé de noir à une couleur un peu caramel. Et même, il a toujours évolué en termes de poil. Il était, je crois, au tout début, du coup, complètement noir. Bon, toujours avec sa petite barbichette blanche qu'il a toujours gardée. Mais ouais, son poil a évolué en marron foncé, puis un petit peu de marron clair. Ensuite, c'était un peu nuancé de partout. C'était un multicolore, quoi. Et puis du coup, concernant son caractère, vu que il venait tout juste d'arriver et il apprenait à nous connaître, je me souviens qu'au début, il était perdu, complètement perdu et hyper timide. Genre, il était vraiment très timide. Le contraire de quand on l'avait vu avec son frère, quoi. Il était vraiment très agité, très joueur. Et là, de passer de ce comportement-là à un comportement totalement très j'ai peur, qu'est-ce qui se passe, c'est qui eux. Et finalement, après plusieurs jours, une fois qu'il a bien appris à nous connaître, il est devenu un peu plus attachant, un peu plus joueur. Il était très affectueux, très mignon. Tu lui avais appris plein de petits tours, comme donner la papate, se coucher, etc., etc. Je pense comme un peu beaucoup de gens qui éduquent leurs chiens, quoi, tout simplement. Fallait l'éduquer également à pas pouvoir pisser par terre, quoi, parce que du coup c'est un petit peu compliqué quand ils sont bébés. Il faut vite les éduquer très tôt pour pas justement qu'ils fassent n'importe quoi plus tard, quoi. C'est très important de les éduquer dès leur plus jeune âge. Et donc, je me souviens qu'on avait une chance incroyable. Et en plus, c'est d'ailleurs pour ça que mes parents ont finalement accepté que je prenne ce chien. C'est que on habitait avant, du coup, dans un bâtiment et on était vraiment au rez-de-chaussée. Et du coup, on avait une énorme terrasse. Mais genre, quand je dis une énorme terrasse, c'était vraiment une très longue terrasse, très grande, très spacieuse. Et donc, du coup, c'était l'idéal pour pouvoir accueillir un petit chien. Pas un gros chien, parce que sinon, il serait quand même un petit peu trop enfermé. Mais pour son gabarit, c'était parfait, quoi. Donc du coup, ce qui était encore plus pratique pour pouvoir l'éduquer, dès qu'on voyait que il sentait qu'il avait envie de faire ses besoins, petit à petit, on lui a appris à gratter à la porte quand il avait vraiment envie de faire ses besoins. Et donc, on avait juste à l'ouvrir et il allait sur le jardin pour pouvoir faire ses besoins. C'était méga pratique. Et qu'est-ce qu'il aimait, en fait, aller sur le jardin. Qu'est-ce qu'il aimait. Il était tout le temps au soleil. Il bronzait. Il faisait bronzette, quoi, littéralement. Il aimait beaucoup.
beaucoup marqué son territoire tout le temps, même pendant les promenades. C'était marquage de territoire H24. Hop, dès qu'un chien avait pissé, hop, je reprends le territoire en pissant par-dessus. Et dès qu'il était sur le balcon, je me souviens que à chaque fois qu'une personne passait, il le prenait comme une menace, et donc en fait il faisait vraiment chien de garde, alors qu'il était tout petit, hein. C'était vraiment un minus. Genre n'importe qui aurait pu dire non mais tu me veux quoi toi, hop un petit coup de pied et il y a plus de chien, tu vois. Mais lui était vraiment avenant, il faisait les grosses boules, tu vois. Il était là en mode hey, c'est moi le maître de cette maison, tu vas rien faire du tout, je prends le contrôle, et si tu viens dans mon territoire, je vais te défoncer quoi. Et donc vraiment, il aboyait, mais à toute gorge, quoi. C'était littéralement un chien de garde. Je me souviens aussi que je lui avais appris à jouer à cache-cache. À tout moment, j'étais en train de le caresser, et d'un coup, je partais en courant, et du coup, il comprenait pas. Il essayait de courir derrière moi pour essayer que je reste avec lui, et donc, ça pouvait rester comme ça pendant des fois 5 minutes où je me cachais, j'attendais qu'il me trouve, et finalement, il me trouvait. Et putain, ces moments-là, ils étaient trop beaux, quoi, c'était trop bien. Je sais qu'il aimait énormément promener, parce que la terrasse, forcément, ça ne lui suffisait pas. C'était vraiment quand on n'avait pas vraiment envie, ou du moins on n'avait pas vraiment le temps de pouvoir le promener, que là, le balcon s'offrait à lui. Mais sinon, c'était sa promenade tous les jours, quoi. Et qu'est-ce qu'il aimait, sa petite promenade. Je me souviens également que, bah, dès qu'on partait de la maison, c'était aboiement tout de suite, quoi. Genre, c'était des aboiements de détresse de me laissez pas tout seul, s'il vous plaît. Et dès qu'on revenait, mais il nous faisait la fête, quoi. Il était tellement heureux de nous retrouver. C'était vraiment un maximum de caresses pendant de longues minutes. Il était trop chou. Et puis, je me souviens également qu'à ses débuts, mes parents ne voulaient surtout pas qu'il dorme dans les chambres avec nous. Genre, vraiment, c'était la règle primordiale, c'est il ne dort pas avec nous. Donc, du coup, en fait... il dormait dans le salon, du coup dans sa niche qu'on avait finalement pris quelques jours après, et je me souviens qu'il aimait pas du tout dormir tout seul, quoi, parce que déjà qu'il était pas du coup avec ses parents, on l'avait enlevé de sa famille, plus ou moins, et donc du coup, là il se retrouvait tout seul, et ça devait lui faire quelque chose, et je me souviens que c'était très dur au début, parce qu'il grattait à la porte, il faisait des petits couinements de « et s'il vous plaît, me laissez pas tout seul, j'ai envie de dormir avec vous ». C'était vraiment très dur, mais mes parents étaient très fermes comme ça. C'était, il dort pas avec nous, il reste dans le salon. Du coup, on a été obligés de fermer les portes. Et je sais que, bon, longtemps après, c'était quelques années après, à au moins la moitié de sa vie, je me souviens que mon père avait fait un accident. Du coup, il avait trébuché en repeignant les murs. Il s'était fracturé le bras ou le poignet, et je me souviens qu'à partir de ce moment-là, mon chien est devenu ultra méga sensible. Il n'arrivait plus à dormir tout seul, quoi. Je sais pas ce qu'il y a eu une sorte de déclic, parce que au début, il avait du mal, tu vois, à dormir tout seul. Il a finalement accepté ça, et à partir du moment où mon père a eu cet accident-là, c'était hop, déclic, bah à partir de maintenant, je vous laisse plus seul, et je veux rester auprès de vous. Et donc, je me souviens que du coup, il dormait, pas avec nous dans le lit, bien évidemment, mais du coup, il restait à nos pieds, quoi. On mettait genre un petit tissu, un petit truc comme ça pour qu'il soit à l'aise. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, il dormait vraiment avec nous, quoi, à nos pieds. Et puis, en parlant de dormir, bah, putain, quand il dormait, c'était quelque chose, quoi. À chaque fois, mais vraiment très régulièrement, on pouvait le voir où il était en sommeil profond. Je sais pas ce qu'il devait rêver, genre il s'imaginait courir ou je ne sais quoi, mais... il avait des fois les yeux qui étaient légèrement entrouverts dans un sommeil profond, et il bougeait à tel point que t'avais l'impression qu'il vivait vraiment le truc, comme si ses rêves c'était la réalité. C'était vraiment un truc de fou. Et le pire, c'est qu'il en faisait vraiment très régulièrement des rêves comme ça. Mais en tout cas, il dormait bien. Il dormait très bien. Puis du coup, les années sont passées. On arrive en 2013 où justement, je commence à faire des vidéos sur YouTube. Et donc du coup, c'est comme ça que pour certains d'entre vous, vous l'avez vu apparaître sur ma chaîne, sur quelques vidéos. Voilà, j'aimais bien le mettre dans mes petites vidéos comme ça, lui faire un clin d'œil. Et c'est pour ça que certaines personnes d'entre vous, du coup, l'ont connu comme ça. Jusqu'à ce que bah, les années passent et du coup, la vieillesse commence à toquer à sa porte. Et on voyait que du coup, il était plus trop comme avant. Donc comme je vous ai dit avant, il était un petit peu tout fou, plein d'affection, il aimait bien jouer, machin. Et petit à petit, il est devenu, on va dire, un peu plus pantouflard, c'est-à-dire qu'il faisait des trucs basiques, quoi. C'est-à-dire le pipi, le manger, la petite promenade et dodo, quoi. Dodo tout le temps. Et on sentait que justement... il perdait la vue. Petit à petit, en fait, il a commencé à avoir une cataracte
on va dire, assez vite, direct, je pense, à un peu plus de la moitié de sa vie, il commençait déjà à avoir une petite cataracte qui, du coup, au fil des années, a commencé à grossir et donc, du coup, vers la fin, bah, il commençait à voir sans trop voir non plus. Ça lui faisait vraiment un voile devant les yeux, quoi. Il commençait à entendre de moins en moins quand on parlait. C'était vraiment... on était obligé de vraiment parler très très fort ou claquer des mains pour vraiment qu'il réagisse tellement il devenait sourd. Puis en 2022, bah, c'est là où les problèmes ont commencé à surgir, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai dû déménager pour des problèmes financiers, quoi. C'était plus possible de vivre là où je vivais auparavant. Et donc, du coup, ça a été un grand changement pour lui également, parce que du coup, c'est là où il avait toujours vécu, quoi. Et là, il a dû passer à vivre, bah, avec moi dans ce studio, qui est du coup un peu plus petit, mais du coup pas vraiment. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose par rapport à avant, c'est juste que il n'y a plus cette grosse terrasse pour pouvoir ce qu'il fasse ses besoins quand il veut, quoi. Donc là, c'était un peu plus compliqué, mais c'était un peu plus compliqué que ça, dans le sens où les problèmes sont survenus, genre vraiment quelques jours dès que j'ai emménagé dans ce studio-ci, il a commencé à devenir très bizarre, quoi. Il ne mangeait plus, ses pattes traînaient, tu vois, derrière lui, et je sais pas, je me disais, putain, faut pas que ce soit la fin, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ça devient très louche. Genre son comportement était vraiment devenu très bizarre, comme s'il était devenu impuissant, et ça m'inquiétait beaucoup, quoi. Donc au début, j'ai laissé 1 ou 2 jours pour justement voir si juste, bah, il était pas un peu malade, parce que du coup, ça pouvait arriver que là où j'habitais avant, il vomisse assez régulièrement, quoi. Ça pouvait arriver qu'il se purgeait, il mangeait de l'herbe, il vomissait, etc., etc. Donc, je connaissais un petit peu la façon dont il fonctionnait, où des fois, il mangeait, il vomissait, machin, mais il arrivait tout seul à se réguler et aller mieux. Et là, c'était la première fois que je le voyais comme ça, traîner des pattes, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré laisser 1 ou 2 jours pour voir si, bah, il irait pas mieux, si c'est juste parce qu'il a une gastro, ou si juste, bah, il est pas très bien, il a pas faim parce que juste il a envie de vomir et voilà. Et finalement, bah, après ces 2 jours passés, bah, je voyais que il allait pas du tout mieux, quoi. Et c'était limite, son état s'aggravait. Donc, je me suis empressé forcément de contacter un vétérinaire et de l'emmener chez ce vétérinaire-ci. Et du coup, à l'instant où je l'ai emmené là-bas, ils l'ont pris tout de suite en charge. Et du coup, ils savaient pas s'ils allaient réussir à le sauver. Ce qui, du coup, m'a mis encore plus une pression monstre. Parce que, tout simplement, il était vraiment dans un état catastrophique. Et du coup, ils ont tout de suite fait des prélèvements sanguins. Et ils ont vu qu'il avait un taux de créatinine dans le sang qui était beaucoup plus élevé que la normale. Et je crois même qu'on m'avait dit qu'il était à un stade où justement il était tellement élevé en créatinine que si j'aurais attendu encore quelques heures, bah il serait littéralement mort, quoi. Et que là, du coup, j'ai une chance énorme de l'avoir emmené pile à temps. Donc du coup, ils l'ont vite pris en charge et ils ont tout fait pour justement, on va dire, lui laver le sang, lui enlever du coup toute cette créatinine qu'il avait dans le sang. Et je me souviens que du coup, j'ai dû le laisser pendant plusieurs semaines chez le véto. Je savais pas ce qui allait advenir de lui. Enfin vraiment, le vétérinaire était très dubitatif sur son état. Il savait pas s'il allait réussir à le sauver. Et du coup, je pensais que j'allais le perdre, quoi. J'étais vraiment au fond du trou. C'était vraiment un moment horrible. Franchement, c'est... Le fait d'attendre comme ça, de chaque nouvelle, t'es au bout du téléphone, à tout instant, tu peux te dire, bah ça y est, là, il va partir, et du coup, c'est la fin, je l'aurais même pas vu, j'aurais même pas été présent avec lui jusqu'à ces derniers instants. C'était vraiment affreux, quoi, d'attendre comme ça derrière le téléphone. Et surtout que, bah, il nous disait qu'il continuait à pas s'alimenter, vraiment, il ne buvait pas, enfin, vraiment, il se laissait mourir, quoi, littéralement. Et c'est pour ça que j'essayais d'aller le voir tous les jours pour justement le voir, pour voir si justement il allait bien, si on pouvait peut-être l'aider. Le fait qu'il soit enfermé dans une cage, c'était horrible de le voir comme ça, mais est-ce que le fait de nous voir, ça lui faisait pas un peu plus du bien? C'est pour ça que vraiment j'allais le voir. Je me rappelle avoir même filmé des petites vidéos, c'était horrible, mais vraiment, rien que le fait de revoir ces vidéos-là, ça me met tellement mal en fait. Tu vois qu'il était vraiment mal, il souffrait de fou, et je me souviens en fait que à partir du moment où je suis arrivé, il était vraiment dans un état, genre, il était très loin, genre vraiment comme si on l'avait assommé. Et au moment où il m'a vu, en fait,
il a fait des petits... Mais ça me brisait le cœur, quoi. Il faisait des petits bruits de... Comme s'il souffrait, quoi, en mode, s'il vous plaît, prenez-moi, je veux pas rester ici, en fait, j'ai plus envie d'être dans cette cage. Enfin, tout de suite, il s'est éveillé, quoi. Il était vraiment dans un état assommé, et dès qu'il m'a vu, ça y est, il s'est un peu plus, on va dire, excité, et il voulait tout de suite que je le prenne et que je me casse de là, quoi. Il voulait être avec moi. Alors que, bah, il pouvait pas, parce que littéralement, il était branché à un cathéter avec un long tuyau, et il fallait surtout pas qu'il sorte de la cage, il fallait qu'il continue à pouvoir être traité pour lui enlever cette créatinine et qu'il soit justement alimenté par tuyau, parce que vu qu'il ne mangeait pas, c'était le seul moyen pour pouvoir le sauver. Et du coup, après plusieurs semaines, une chance incroyable, une chance vraiment énorme que même le veto a dit que c'est un miraculé, c'est-à-dire que je me souviens du coup téléphone en disant bah finalement il va mieux, alors il continue à ne plus manger, mais sinon il va mieux, son état s'est stabilisé et donc maintenant vous allez pouvoir le récupérer. Alors je me souviens que bah c'était assez cher parce que du coup il était resté vraiment plusieurs jours chez le veto, donc du coup fallait payer son séjour, fallait payer son traitement, fallait payer plein d'autres choses, et je me souviens que du coup le truc qui a fait que, du coup le fin mot de cette histoire, qu'il a eu un taux de créatinine qui était beaucoup trop élevé, c'était que apparemment il aurait léché une substance dehors. Alors je sais pas comment il a pu faire ça, genre après j'ai essayé de suspecter des trucs de peut-être des voisins qui... peut-être, je sais pas, ils en avaient marre de mon chien, le fait qu'il pouvait aboyer en défendant son territoire, ou j'en sais rien, moi, que peut-être ils ont déversé quelque chose dehors et du coup, il a schmiqué ça et je me suis rendu compte de rien. Enfin, je sais pas comment il a pu lécher ce produit nocif-là, mais donc du coup, ça lui a littéralement bousillé ses reins, etc., etc. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus manger de viande rouge, ni quoi que ce soit d'autre. C'était vraiment, il devait avoir un régime très strict d'alimentation, il devait avoir des croquettes rénales, il devait vraiment manger des légumes, ou sinon un tout petit peu de poulet, mais sans plus, quoi. C'était vraiment horrible pour lui, il devait vraiment tout changer son rythme de vie. Mais donc du coup, tout ça a coûté assez cher, mais j'étais tellement heureux de le retrouver, quoi. Et donc je me souviens que j'ai même dû, pour le forcer à s'alimenter, j'avais dû acheter plein de petits flacons, c'était, on va dire, un peu comme du lait, sauf que c'était, on va dire, un liquide nourrissant qui l'hydrate en même temps. Et donc du coup, c'était trop mignon parce que je devais le prendre comme ça dans mes bras, comme un petit bébé, et lui donner le biberon. Et donc du coup, il tétait comme ça le truc, je devais lui donner matin, midi, soir. Et il était vraiment squelettique, il était vraiment très 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 affaibli, très très maigre. Et j'ai fait ça du coup pendant plusieurs jours pour qu'il reprenne du poil de la bête. Et le truc, c'est que je pensais que ça y est, il était sorti d'affaire. Et finalement, en fait, très 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 gros coup dur, c'est que quelques jours après, une fois qu'il est sorti de chez le veto et que du coup je commençais à lui donner le biberon, etc., etc., il était bizarre. Genre, il était vraiment très bizarre, la façon dont il marchait, il continuait à être bizarre. Mais je sais pas, c'était très particulier, il se léchait beaucoup. Et du coup, je me souviens d'avoir vu ça, d'avoir eu ce petit déclic-là. Un soir, je l'ai sorti. Et du coup, il avait du mal du coup à monter les escaliers, je le porte avec moi et je le pose. Et là, tout de suite, il se met à se lécher sur le côté de son ventre, proche de sa cuisse gauche. Et je vois un truc noir. Et je fais, oh putain, qu'est-ce qu'il a encore? Je commençais à tomber des nues, quoi. Et donc, il commence à faire quelques pas. Et là, je vois un petit point blanc tomber. Et je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me rapproche. Et là, je vois un verre qui est en train de bouger. Littéralement, qui était vivant. Et j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, c'est pas possible. Je viens de lui sortir de la mort. Et il se repasse quelque chose, quoi. J'étais vraiment dans un état de panique, sachant que c'était le soir et je savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, quoi. Donc j'ai essayé de regarder plus précisément ce qu'il avait, et énorme choc, vraiment je me suis senti pas bien du tout. J'ai vu qu'il avait une énorme balafre du côté de son ventre, proche de sa cuisse. On va dire une bonne grosse coupure comme ça, un peu profonde. Et en fait, littéralement, je pense que c'est quand il était chez le veto que le vétérinaire a dû peut-être lui couper, ou je sais pas, il s'est coupé avec un petit truc de fer ou j'en sais rien. Mais il avait une belle coupure. C'était que là-bas où il a dû choper ça, parce que c'était impossible. Je venais de le récupérer, ça faisait à peine 1 ou 2 jours. Chez moi, il n'y avait aucun objet tranchant, il n'y a rien du tout. Et comme par hasard,
il a eu ça, quoi, en sortant de chez le veto. Donc, je me suis empressé dès le lendemain à l'amener chez le veto pour justement, bah, qu'il me dise qu'est-ce qui se passe, quoi. Sachant que je voyais plein de mouches tourner autour de lui. Enfin, vraiment, il y avait une odeur très très forte. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, là, il est en train de souffrir, ça se voit. Donc, je le ramène chez le veto. Et qu'est-ce qu'il me dit? Bah, en fait, il a une coupure. Et elle était semi-profonde, c'est-à-dire que des mouches étaient rentrées dans sa plaie, avaient pondu des larves. Et du coup, il y avait des dizaines de larves qui étaient en train de le dévorer de l'intérieur. Je me suis encore plus décomposé quand j'ai entendu ça. Et heureusement, c'était pas si grave. Du moins, ils n'avaient pas creusé au point de toucher les organes vitaux. C'était vraiment profond, mais pas assez profond pour toucher les organes. Et donc du coup, il les a tous retirés un par un. C'était très très long, il en avait vraiment beaucoup, le pauvre. Et donc du coup, une fois qu'il les a retirés, je m'attendais à ce qu'il lui fasse des points de suture. Et finalement, bah pas du tout. Parce que, en fait, ça servait à rien, et puis il fallait l'endormir, enfin bref, ça allait être vraiment beaucoup trop compliqué. Et finalement, il m'a juste dit, bah en fait, je vous donne un produit, des huiles essentielles, tu vois, à lui pulvériser matin, midi, soir. C'est un sort de cicatrisant, et comme ça, au moins, il ne se léchera pas, et comme ça aura le temps de bien cicatriser le truc, quoi. Donc du coup, et bah, j'ai dû repayer, enfin vraiment, ça m'a coûté très très cher tout ça. Ça a coûté vraiment beaucoup plus qu'un SMIC. C'était vraiment très très cher. Mais on fait tout pour amour par son chien. Donc du coup, j'ai fait tout ça. Je lui ai mis son traitement. Je voyais que petit à petit, ça commençait à devenir tout noir. À force que je lui mette ce produit-là, ça se résorbait très bien. Mais il était devenu vraiment tout noir sur tout son ventre, quoi. Pour vous dire à quoi ça ressemblait, ceux qui ont la ref, c'était littéralement Dumbledore, sa main qui était toute noire quand il a essayé de récupérer une relique de la mort, où justement c'était un peu nécrosé, noir de chez noir. C'était exactement pareil sur son ventre. Donc pour vous dire à quel point c'était assez choquant, quoi. Je me suis dit, putain, j'espère que ça l'a pas touché à l'intérieur. Et non, apparemment, c'est normal, parce que c'est des huiles essentielles qui sont extrêmement puissantes, etc., etc. Et donc, soulagement. Je me dis, ok, bon bah finalement, ça va. En fait, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Il est toujours en vie, en plus tout ça, c'est passé en 2022. Ça m'a soulagé parce que justement, je venais tout juste de déménager. J'avais vraiment, de base, pas la tête à ça, quoi. Et là, de faire tout ça, ça m'avait paniqué, ça m'avait tout ralenti dans mes projets. Et heureusement, ça allait. Donc la vie a commencé à suivre son cours jusqu'à ce que... Et là, en fait, je me dis, c'était la goutte qui fait déborder le vase. C'était que littéralement, je crois, quelques mois après, une fois que tout ça s'est rétabli, etc., etc., il y a de cela 8 mois en arrière, je me suis aperçu que mon chien avait du mal à déféquer, ou du moins, on voyait que ça le dérangeait un petit peu. Il y avait 2-3 petites boules autour de son anus qui avaient commencé à se développer, à devenir moyennement grosses. Et du coup, je voyais que ça le dérangeait un petit peu. Il commençait à se lécher un peu le derrière. Et ça m'a un peu fait tilt. Et je me suis dit, putain, le pauvre, je vois que ça le dérange. J'ai pas non plus envie qu'il souffre, tu vois. Donc, rebelote chez le veto. Je me suis dit, putain, avec tout ça, je sais pas pour combien je vais en avoir, tu vois. Mais allez, vas-y, let's go. On va essayer de le soulager. Et à peine arrivé, ça a été la pire annonce de ma vie d'entendre ça. Je me suis vraiment décomposé. C'est-à-dire que... le vétérinaire a dit que du coup, il avait un carcinome qui était une tumeur cancéreuse et qu'on pouvait pas le guérir, quoi, tout simplement. Donc, je me suis décomposé. Franchement, je me suis décomposé. Je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, c'était affreux que ça vienne comme ça du jour au lendemain. Et j'ai essayé de tout faire pour le sauver en disant, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Comme des chimios, les gens qui ont des cancers, ils font des chimios. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça pour le sauver? Et donc du coup, en disant ça à mon veto, eh ben, il a dit qu'il y avait moyen d'inciser justement ce cancer-là, parce que du coup, il était externe et donc il y avait moyen de faire quelque chose. Sauf que le problème, c'est que il a examiné un peu plus profondément mon chien et il a vu qu'il avait un énorme souffle au cœur. C'est-à-dire que son cœur battait à la chamade, mais très 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 fort. Et il disait en fait, si je l'opère, le problème c'est qu'il va rester sur la table d'opération. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vraiment vous voulez opter ça? Moi je pense que c'est la pire des idées et je peux pas me permettre, j'ai pas envie de l'opérer et de vous appeler juste après derrière pour vous dire bah, qu'il est décédé sur la table d'opération. Donc c'était horrible de savoir d'avance que
bah ça y est, c'était les derniers mois de mon chien qui allait partir comme ça, avec un cancer qui le dévorait petit à petit au fil des mois. C'était horrible. C'était horrible et du coup, c'est pour ça que j'essayais de profiter un maximum de lui, chaque seconde que je pouvais, chaque jour, à être à ses côtés, pouvoir profiter de lui, pouvoir essayer de repartager encore plein de petits moments que j'aurais pu garder en mémoire toute ma vie, quoi. Et donc encore une fois, c'est pour ça que le jour où j'avais appris ça, je me souviens avoir été en live et j'étais tombé en pleurs littéralement, alors que je suis extrêmement pudique et je déteste pleurer en public, quoi. Et là, en fait, le fait de vous l'avoir dit, parce que je pouvais pas le garder pour moi, être en live, faire comme si de rien n'était, c'était horrible pour moi d'avoir appris tout ça, quoi. Sachant que c'était vraiment quelques heures juste avant de lancer mon live que j'ai appris cette nouvelle-là. Et je vous ai tout dit, je vous ai tout déballé. Je me rappelle, j'étais vraiment en pleurs à ce moment-là. Et du coup, les mois ont passé. Et bizarrement, ben, on sentait pas vraiment qu'il était si vieux que ça. Parce qu'il a eu 16 ans, du coup, en 2024, au mois de janvier. Et il était encore plein d'énergie, quoi. Alors, ok, son cancer au niveau de son arrière-train le gênait un petit peu. Mais sinon, à part ça, il mangeait bien, il était de nouveau, on va dire, très bien, quoi. Genre, ce qui était très étonnant, c'est que on pourrait se dire que, bah, normalement, c'est un vieux papy, que c'est un peu compliqué pour lui. Mais dites-vous que 16 ans, pour un petit chien, en âge humain, je crois que ça représente 84 ans. Et à 84 ans, je me souviens que à chaque fois que je l'emmenais promener, genre, les gens qui le croisaient dans la rue, c'était « Oh, mais il est beau, il a quel âge ?» Et dès que je disais son âge, les gens étaient choqués. Ils disaient, mais c'est pas possible, en fait, il fait hyper jeune, on a l'impression qu'il a à peine 2-3 ans, quoi. Et je sais pas, il était d'une vivacité, c'était incroyable. Il courait, il tapait des sprints, il pouvait faire des énormes balades où, ok, il était un peu fatigué au bout de plusieurs heures, mais sinon, il tenait super bien, c'était vraiment impressionnant pour son âge, et tout allait bien, jusqu'à ce qu'une nuit, tout bascula, du jour au lendemain. La veille, il était parfaitement bien, il mangeait, je lui avais donné un petit peu de poulet. Enfin, il était vraiment super bien. Et d'un coup, tout bascula. La nuit du samedi 27 avril, je me réveille et je le vois dans un état où je l'ai jamais vu comme ça. J'étais vraiment impuissant, je me sentais vraiment très très mal pour lui. C'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à marcher correctement. Genre vraiment, il traînait un petit peu des pattes arrière. Il ne s'alimentait plus du tout. Mais quand je dis plus du tout, c'est vraiment, il pouvait rien avaler, même des petites friandises qu'il avait l'habitude de manger, il en voulait plus du tout. Il avait la langue un peu battante, comme si il en pouvait plus, il était à bout, il n'arrivait plus vraiment à boire, il buvait quasiment rien, c'était à peine une petite gorgée et c'est tout. Et on voyait que il n'arrivait pas à faire ses besoins correctement, quoi. C'est-à-dire que je l'ai promené vraiment plusieurs fois, je l'avais jamais promené autant de ma vie que ce jour-là. Je crois qu'en une journée, je l'ai promené peut-être 6-7 fois, quoi. Et il n'arrivait pas. Vraiment, il était bloqué. Il se blottissait en deux. Il essayait de faire ses besoins, genre pipi, caca. Il n'arrivait absolument pas. Rien ne sortait, à part des toutes petites gouttes quand il poussait. Même le pipi, il avait vraiment du mal à le faire, quoi, tout simplement. Et c'était horrible. D'être impuissant comme ça face à cette scène, je savais pas quoi faire. Genre, j'ai paniqué. Je pensais encore une fois que peut-être il allait mieux aller le lendemain, ou j'en sais rien. Peut-être que c'est une façade, il est pas très bien, il a une gastro, ou j'en sais rien. Donc, mon premier réflexe, ça a été de... Bah, je vais essayer peut-être de contacter, je sais pas moi, des pharmacies ou des vétérinaires pour justement, bah, essayer de lui donner un laxatif pour peut-être que... bah, il va le prendre et comme ça, il va réussir à faire ses besoins. Et j'appelle et on me dit que, bah, en fait, ça peut pas se prendre comme ça parce que, bah, déjà, c'est pas des produits adaptés et également qu'il faut avoir son antécédent du chien. Donc, c'est pour ça que j'ai contacté le veto et le veto m'ont dit, bah, en fait, amenez-le nous, quoi, parce que sinon, on va pas vraiment savoir ce qui se passe, quoi. Et j'étais persuadé qu'en allant chez le veto pour lui donner des laxatifs, bah ça allait passer, quoi, et qu'il allait justement être de nouveau normal, quoi. Mais je pense que j'étais un peu dans le déni, quoi. Je voulais pas m'avouer que c'était littéralement la fin, quoi, que ça se voyait, que j'étais au courant de son cancer, que il m'avait dit que c'était qu'une question de temps et que au fil des mois, bah son état allait s'empirer et que justement le cancer allait le dévorer petit à petit. J'étais vraiment dans le déni, je voulais pas me l'accepter, c'est pour ça que je me disais juste un laxatif et il va mieux. Et finalement, du coup, je le prends, je l'emmène chez le veto, je commence à l'inspecter. Et bah, déjà,
premier coup d'œil, il est choqué de voir à quel point son cancer a évolué. Au début, il y a 8 mois en arrière, quand il l'a vu, il voyait que ses boules étaient plus ou moins moyennes. On va dire que c'était la taille d'une bille. Et là, c'est passé d'une taille d'une bille à une taille beaucoup plus imposante. Et il était très choqué de voir ça. Il disait, ah ouais, là en fait, l'état il est bien avancé quoi. Et du coup, en faisant des analyses un peu plus approfondies, il a vu que tout simplement, ses reins ne fonctionnaient plus du tout. Il avait un énorme problème de prostate, que ses canaux internes étaient totalement bouchés, que ce soit la vessie, que ce soit au niveau de l'anus. C'était vraiment complètement bouché. Et que du coup, son cancer externe, il y avait un truc interne également qui avait commencé à pousser. Et c'est pour ça que tout était littéralement bouché, quoi. Enfin, il y avait beaucoup trop de symptômes pour un si petit être, quoi. Genre, tout est arrivé comme ça du jour au lendemain. Tout est apparu d'un coup. Il savait plus quoi faire, quoi. Il était paniqué. Il cherchait 10 000 réponses pour pouvoir trouver une solution. Et il n'y en avait pas vraiment, quoi. Et le veto m'a littéralement proposé de l'euthanasier. Ça a été un énorme choc pour moi. Je m'attendais vraiment pas à ça. Comme je vous ai dit juste avant, j'étais dans le déni total. Je voulais pas me l'accepter, même si au fond de moi, je le savais. Et je crois que ce qui a été le pire pour moi, c'est que une fois qu'il m'a dit ça, j'étais tellement mal. Genre vraiment, j'étais vraiment tellement mal. J'ai commencé à pleurer. En fait, je voulais tout simplement pas qu'il meure par ma faute. Je voulais pas être à l'origine de sa mort. J'aurais tellement préféré qu'il parte, lui, pendant son sommeil. C'est vraiment en plus comme ça, depuis que je suis tout petit, que je me suis dit, bah là, il dort profondément. Et ça se trouve, c'est comme ça qu'il va partir un jour, quoi, dans son sommeil. Et en plus, plein de fois où je le voyais dormir, bah des fois, je voyais pas sa cage thoracique gonflée et dégonflée. Et du coup, je vérifiais bien et je me disais, attends, mais là, il respire toujours ou... Et c'est pour ça que pour moi, je m'étais toujours dit ça dans la tête de, il va partir comme ça, en fait. Et qu'est-ce que j'aurais aimé, en fait, qu'il parte dans son sommeil sans souffrance. Et là, de me dire que ça va être à moi d'être à l'origine de sa mort, que ça allait être à cause de moi que sa vie allait se terminer, c'était pas possible, en fait. C'est pour ça que j'ai essayé de lui demander s'il n'y avait pas une ultime solution. Il m'a proposé la solution, c'était de tester le dernier recours qui était de lui donner des pastilles de cortisone une fois par jour pour voir si ça pouvait l'aider à déboucher justement ses canaux internes, mais que fallait pas s'attendre à un miracle quoi. Et du coup, à peine être rentré chez moi, bah, je lui ai donné ces fameux comprimés de cortisone et dès le lendemain, son état s'est empiré, j'ai l'impression, parce que cette fois-ci, quand il essayait de pousser, alors avant, quand il poussait, il faisait quelques petites gouttes. Genre vraiment, c'était, il y en avait partout chez moi, il y en avait vraiment partout. C'était vraiment, chaque pas qu'il faisait, c'était, il perdait des petites gouttes de pipi ou de caca, quoi. Et cette fois-ci, dès que je lui ai donné la cortisone, le lendemain, c'était plus des petites gouttes de pipi qu'il avait, mais c'était un mélange de pipi et de sang. Parce que du coup, je pense que la cortisone lui avait déglingué tous ses intestins encore plus, quoi. C'est pour ça que c'est très mauvais de prendre de la cortisone et qu'il faut lui en donner en petite dose, quoi. Sauf que là, déjà que rien ne voulait sortir, ça faisait, dites-vous, quasiment une semaine qu'il était dans cet état où il n'arrivait pas à déféquer. Tout était comprimé dans son ventre. Il était vraiment pas très bien. Genre, je me rappelle que du coup, les premiers jours où il a eu ça, bah, il faisait des petits cris, on va dire comme ça, de détresse, de j'ai mal, j'arrive pas à sortir, à faire sortir tout ce qui est en moi, quoi. Et là, dans ces derniers jours, il était très calme. Il se couchait sur son panier et dormait. Tout le temps, il dormait, il se levait juste pour faire une léchote d'eau et hop, il essayait de soit repartir dans sa couchette ou soit de tenter à essayer de nouveau de déféquer, mais ça sortait pas et tu sentais la détresse dans ses yeux de j'arrive pas en fait. J'arrive pas, aide-moi, je sais pas comment faire là. Et c'était horrible d'être comme ça impuissant à le regarder, à savoir que mon seul choix, bah, ça va être d'abréger ses souffrances quoi. Et c'était tellement horrible. J'ai essayé de passer un maximum de temps à ses côtés et je redoutais en fait le moment où je devais appeler le vétérinaire pour justement prendre cette lourde décision. Et je faisais tout pour retarder le moment, quoi. Franchement, je faisais vraiment tout. Je savais que je pouvais pas continuer à le voir comme ça souffrir. J'aurais tellement, mais tellement aimé qu'il parte comme ça dans son sommeil. Genre, je le voyais mal. Et pourtant, je me disais, s'il te plaît, je veux pas que tu partes, mais là, j'ai pas envie de faire ce choix que ce soit de ma faute
que tu partes. Et je préférais tellement qu'il dorme dans son sommeil, et c'était pas le cas, quoi. C'est pour ça que ça m'a pris vraiment plusieurs heures pour appeler, quoi. C'était vraiment horrible. À chaque fois, j'essayais de retarder le moment pour pouvoir appeler le vétérinaire, et au bout d'un moment, bah, il n'y avait pas le choix, quoi. C'était pas possible de continuer à le voir souffrir comme ça. Alors j'ai dû donc décrocher le téléphone et prendre un rendez-vous pour lui. C'était le vendredi 3 mai à 10h30, et je voulais encore trouver une solution. Je savais que c'était fini, quoi, c'était inévitable. Et le rendez-vous était pris, et j'ai pleuré. J'ai pleuré, je savais que c'était ses derniers instants, je suis resté à ses côtés pendant toutes les heures que je pouvais, quoi, et c'était horrible. C'était la pire des tortures de se dire que tu programmes une mort, tu sais que ça va être de ta faute, parce que en soi, tu lui fais du bien, parce que lui, il veut juste ne plus souffrir, mais de savoir que c'est indirectement de ta faute qu'il part, et que ce soit pas une mort naturelle, c'est horrible d'attendre comme ça son heure pendant les prochaines heures, quoi. C'était vraiment la pire des sensations, je le souhaite à personne. Mais donc, le jour J est arrivé. Je me souviens le matin être tellement mal, j'avais même pas faim, j'avais même pas envie de m'alimenter ni quoi que ce soit. Et je l'ai pris avec moi. C'était les derniers moments, c'était les plus horribles. Sur la route, j'avais déjà les larmes qui commençaient à couler. C'était horrible de me dire, bah là, il part, là. Là, c'est ses dernières minutes avec moi. J'y allais vraiment à reculons. J'avais un mélange de tristesse, j'avais envie de vomir. C'est très particulier comme sensation. Mais donc, je suis arrivé avec du retard, évidemment, parce que du coup, vu que je voulais éviter ce moment-là, c'était compliqué. Mais j'ai vraiment pris mon temps. Et le moment où tu l'emmènes, t'es dans la salle d'attente. J'ai vu beaucoup de témoignages de personnes. Et justement, je voulais donner toute ma force à ces personnes qui sûrement se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire là. Mais c'était tellement horrible, le moment où t'es dans une file d'attente et tu sais que le moment est là. Là, c'est les dernières petites minutes qui lui reste de vie. Tu le prends, il est totalement inconscient et c'est pas ce qui va se passer. En fait, c'est horrible parce qu'il te donne sa confiance, littéralement. Il te donne toute sa confiance, c'est toute sa vie pour lui. Et t'es là et tu l'emmènes en quelque sorte à l'abattoir, quoi. Même si c'est pour son bien. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme si je l'emmenais à l'abattoir alors qu'il m'a donné toute sa confiance en moi. Et que je lui fasse ça, c'était horrible d'attendre comme ça jusqu'à ce que le vétérinaire arrive. Et c'est là que tu commences à te décomposer petit à petit. Il l'a posé sur une table. Je lui ai expliqué ce qui se passait avec la cortisone, que ça lui a provoqué du sang, qu'il continuait à pas s'alimenter. Et il m'a dit oui. En fait, là, vous prenez une bonne décision, il y a pas vraiment le choix de l'euthanasie, quoi. Et en fait, ce que je trouvais incroyable, c'est de voir à quel point il était coriace, quoi. Il luttait. Il avait pas envie de partir, mon chien. Il était là à toujours vouloir être avec moi, même s'il souffrait, il faisait tout. En fait, c'était vraiment un warrior, c'était vraiment un combattant, parce que jusqu'à la dernière minute, en fait, mais vraiment jusqu'à la toute dernière minute, il essayait de se forcer à pouvoir déféquer. Enfin, il aurait pu en fait totalement se laisser aller en dormant, en n'essayant même pas de boire. Alors que je vous ai dit justement, il essayait de faire des petites léchotes d'eau, quoi, pour justement essayer de rester quand même toujours présent. Et justement, il prenait le temps d'essayer de pousser pour pouvoir déféquer ou faire pipi, quoi. Tu sentais qu'il voulait surtout pas se laisser abattre. Il voulait pas mourir. Et de l'emmener sur la table d'opération et que ça y est, c'était son heure, c'était... Encore une fois, je me répète, mais la pire des sensations. Le veto a du coup commencé à le couper, du coup, au niveau de ses poils, pour justement lui mettre un cathéter. Il m'a regardé droit dans les yeux, mon petit chien. Et ça me fendait le cœur, en fait. Ça me fendait le cœur de le voir comme ça, à me dire un dernier adieu, même si je pense qu'il s'en rendait même pas compte. C'était assez bizarre parce que on sentait que il savait que je l'emmenais là pour justement l'aider, mais je pense pas qu'il savait que c'était les derniers instants pour lui. Donc le veto m'a expliqué comment ça allait se passer. Il m'a demandé si je voulais vraiment rester jusqu'à la fin à ses côtés, ce que j'ai évidemment voulu. C'était vraiment, je voulais pas le laisser mourir comme ça et partir comme ça sans pitié. Je voulais vraiment rester à son chevet jusqu'au bout. Et donc c'est ce qui s'est passé. Ça a été un moment ultra traumatisant pour moi. Il m'a prévenu que de toute façon ça allait être quelque chose de très traumatisant, mais
Il m'a quand même demandé est-ce que vous êtes sûr de vouloir rester. Évidemment que j'ai voulu. Et il a posé ce cathéter-là. Il lui a injecté un produit qui justement était transparent pour l'endormir, quoi. Vraiment pour l'étourdir et l'endormir tout en même temps. C'était une anesthésie, quoi, à très forte dose. Et c'était trop impressionnant parce que à peine il lui a injecté ça, déjà qu'il était hyper affaibli, hyper maigre, mais à la seconde où il lui a injecté ça, il a commencé à piquer du nez et tomber littéralement sous mes yeux. J'ai dû le retenir pour pas qu'il tombe littéralement. Et tu le voyais étalé sur la table. Et le veto me disait, bah, en fait, il est tout simplement plus vraiment là, quoi. Genre là, maintenant, ça va être ces derniers instants, je vais lui injecter le deuxième produit. Je lui ai quand même demandé un petit peu de temps pour lui dire adieu. Ça a été tellement dur, sachant qu'il s'en est même pas rendu compte en fait de tout ça. Genre il a piqué du nez tout de suite. Et en fait, ce qui est horrible, c'est qu'il avait les yeux ouverts. Et du coup, de savoir qu'il allait mourir comme ça, les yeux ouverts, j'avais beau essayer de lui fermer les paupières, ça ne se fermait pas. Et son cœur continuait à battre la chamade, quoi. Tu sentais qu'il luttait. Il voulait pas partir parce que juste après qu'il a été endormi, dans les plusieurs secondes, il avait comme des sensations, comme des nerfs qui bougeaient au niveau de sa bouche pour dire me laisse pas partir, me laisse pas partir. Il essayait de revenir dans le monde réel et pas dans un monde tout flou en train d'être endormi. Tu sentais qu'il luttait, vraiment il a lutté jusqu'à ses derniers instants, c'est ça qui était fou. Mais j'ai à peine eu le temps de lui dire adieu en le caressant comme ça une dernière fois, quoi, et de sentir son cœur battre, que à peine en 30 secondes, le veto est arrivé, il voulait pas non plus que ça s'éternise, que ça dure trop longtemps et de le voir trop dans cet état-là, que il a commencé du coup à lui injecter le dernier produit qui était le produit pour l'euthanasier, c'était un produit bleu. Il a commencé à lui injecter ça dans la patte. Et petit à petit, quand j'ai commencé à voir le produit être injecté en lui, j'avais un mélange de pleurs. J'étais en train de littéralement tomber dans les pommes. J'avais l'impression qu'il injectait le produit dans mon corps. C'était trop bizarre en fait le truc. C'est que je savais que là, ça y est, c'est ses dernières secondes. Il est encore en vie pendant les dernières secondes là. Et de voir le produit se mettre dans son corps, c'était comme si il me le mettait à moi. Et j'ai petit à petit eu un voile blanc. Je devenais pâle. Je devenais complètement pâle. J'arrivais plus à tenir debout. J'étais pas bien avec les larmes qui coulaient. J'allais littéralement tomber, quoi. J'allais tomber en plein milieu pendant le truc. Et du coup, j'ai dû tout de suite m'asseoir, quoi. Et donc, regarder ça à distance. Et ça a été horrible pour moi, quoi. Parce que j'ai pas pu être avec lui sur son chevet jusqu'à ces derniers instants, tout ça parce que j'allais justement vomir, tomber dans les pommes, tout ce que vous voulez. Et du coup, il est parti comme ça, quoi. Il est parti en quelques secondes. Je suis à la fois content, j'ai ce regret-là de pas être resté à son chevet, mais en même temps, je suis content de pas vraiment être resté à son chevet parce que du coup, comme je vous ai dit, il est mort les yeux ouverts. Mais le truc qui était le plus pire, c'est que il a continué à avoir des spasmes musculaires comme si il continuait à lutter pour pouvoir rester en vie, à essayer d'ouvrir la bouche. Tu sentais qu'il voulait pas partir, quoi. Il voulait pas partir jusqu'à la dernière seconde. De voir ça, c'était horrible. Et même si je l'ai vu à distance, c'était horrible et ultra traumatisant. Je sais que je vais garder ce traumatisme à vie de déjà l'anesthésie quand il est tombé comme ça, droit comme un piquet. Et l'anesthésie où il l'a euthanasié, c'était la pire des sensations, quoi. T'es avec ton petit être aimé pendant toute ta vie et du jour au lendemain, il part comme ça. Même pas d'une mort naturelle, c'est toi qui es obligé de l'emmener pour qu'il se fasse piquer, quoi. Et il est parti à 10h50. C'est d'ailleurs la toute dernière photo que j'ai eue avec lui, celle-ci, où il lui avait injecté le premier produit justement pour l'endormir et pour qu'il soit pas vraiment conscient. Et c'est littéralement dans cette position-là, avec les yeux ouverts, qu'il est mort. Et il est mort comme ça, en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'était hyper traumatisant pour moi. En tout cas, je vous le cache pas que ça a été énormément de souffrance. Toute la journée, je n'arrêtais pas de pleurer. Je me suis mis sur mon lit, je broyais du noir, j'avais les larmes qui coulaient. J'avais cette scène encore dans ma tête où justement il l'a euthanasié, qui tournait en boucle. J'arrivais pas à l'accepter, en fait. J'arrivais tout simplement pas à l'accepter. Et dites-vous que même encore maintenant, c'est hyper compliqué pour moi de faire son deuil. Ça fait seulement une semaine là où je vous tourne cette vidéo, qu'il est parti. Et c'est encore ultra compliqué. J'essaye de plus vraiment y penser en essayant d'avoir la tête ailleurs, en regardant des vidéos, en faisant autre chose, en m'occupant l'esprit. Mais en fait, les scènes de sa mort me reviennent en boucle, en fait, chaque soir, avant de m'endormir, tout le temps. J'ai même encore du mal à réaliser qu'il est parti. Dites-vous que j'ai encore des réflexes de... Je regarde de temps en temps s'il n'a pas fait un petit pipi par terre, où je ziote vers sa niche. J'ai vraiment gardé tout de lui. Genre vraiment, j'ai gardé son harnais, sa laisse, sa couchette, sa petite peluche, tout. J'ai vraiment tout gardé de lui.
Et je pense que je vais même pas tout enlever en fait. Je vais continuer à garder tout ça pour justement avoir un souvenir en quelque sorte de lui et faire comme s'il n'était pas vraiment parti. Et je pense que ça peut peut-être m'aider déjà davantage à faire le deuil, à faire déjà pas comme si il était plus là du tout du jour au lendemain. Mais en tout cas, une chose est sûre, et je sais que beaucoup de personnes vont me le dire, et je sais qu'il y en a qui me l'ont dit justement, c'est est-ce que tu vas prendre un autre chien? Et je suis dans une optique, et peut-être que ça changera à l'avenir, hein, mais personnellement, je ne pense pas du tout, tu vois. Mais j'ai plus vraiment envie d'avoir d'autres chiens, quoi. C'est vraiment une question qui est revenue, et je sais qu'on va encore me la poser, c'est est-ce que t'as pas envie justement d'adopter pour justement pouvoir penser à autre chose? Mais déjà de un, pour moi, j'aime pas la façon de justement faire comme si c'était un chien pansement, quoi. C'est comme en amour, en fait. Je déteste une fois que tu sors d'une relation, pour oublier la personne avec qui t'étais juste avant, bah tu te mets tout de suite en relation avec une autre pour justement l'oublier. Du coup, ça s'appelle une relation pansement. Et j'ai pas envie de faire la même chose avec un chien, de tout de suite en prendre derrière ou même quelques mois après pour justement oublier mon ancien chien. Je trouve ça horrible personnellement. Après, chacun fait comme il veut et chacun a sa propre façon de penser, tu vois, et je le respecte. Mais pour moi, c'est impossible, déjà de 1, et de 2, j'ai pas envie de revivre ce qui vient de se passer là en fait. La mort d'un chien, maintenant que je sais ce que c'est horrible et j'ai pas envie de le revivre une deuxième fois en fait. J'ai vraiment ce trauma, je sais qu'il va me rester à vie, je veux vraiment pas que ça recommence et c'est pour ça que pour moi, c'est sûr à 90% que je ne prendrai plus de chien quoi. Juste pour ne plus revivre cette scène-là. Sinon, à part ça, bah, j'ai quand même encore beaucoup de regrets, notamment par rapport à son corps, parce que maintenant, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai appris ça par rapport au vétérinaire, où ils m'ont dit que à partir de maintenant, la loi a changé, et du coup, on peut récupérer le corps de son chien. Et ce que j'aurais énormément aimé, c'est que si j'avais été dans mon ancien appartement, j'aurais pu franchement l'enterrer dans justement cet espace assez vaste. Et vu que là je suis dans un studio où justement j'ai pas du tout de jardin ni quoi que ce soit pour justement l'enterrer, et bah c'était pas possible en fait de récupérer son corps pour l'enterrer. Et même j'aurais aimé récupérer ses cendres. Alors je sais qu'il y en a ils vont trouver ça glauque, qu'il y en a ils aiment pas vraiment ça, mais j'ai ce besoin d'avoir ce truc de il est avec moi à vie quoi. Et en fait par manque de moyens j'ai pas pu récupérer ses cendres parce que c'est beaucoup trop cher. D'ailleurs, un truc que je trouve grave horrible, parce que c'est quand même ton chien, et tu peux même pas récupérer ses cendres, c'est payant de récupérer les cendres de ton propre chien. C'est fou, mais ça c'est un autre débat. Je sais que là, littéralement, ça fait une semaine que du coup, il est parti, et ça fait justement, je crois, c'était hier ou aujourd'hui, ils l'ont incinéré. Du coup en fosse commune avec d'autres chiens et du coup il est enterré même pas dans la région dans laquelle je suis quoi. Je sais même pas vraiment où il est enterré, je sais juste à peu près dans quel jardin il est enterré, mais il est avec d'autres chiens et c'est un endroit où j'irai jamais parce que vraiment c'est pas du tout dans ma région, c'est une région voisine. Et c'est à vraiment plusieurs centaines de kilomètres de là où j'habite. Donc c'est encore plus horrible pour moi du coup de ne pas pouvoir me recueillir à sa tombe ou à là où il a été enterré quoi tout simplement. Donc déjà ça c'est un de mes premiers regrets. Après plus globalement ce que je regrette aussi c'est qu'il n'a pas eu d'autres animaux de compagnie avec lui parce que il a toujours été tout seul. Déjà que à l'époque, mes parents ne voulaient pas de chien et j'ai réussi à négocier pour justement avoir un chien. Déjà, 1, c'était trop. Donc 2, c'était vraiment pas possible et j'aurais tellement aimé en fait qu'il ait une compagnie en plus. Je pense que ça aurait pu être bénéfique pour lui. Il aurait pu avoir encore plus de moments de joie dans sa vie et j'aurais surtout énormément aimé qu'il ait une descendance parce que j'aurais bien aimé, vu que maintenant il est décédé, même si je vous ai dit juste avant que je ne veux pas de chien, ça m'aurait pas du tout dérangé, tu vois, d'avoir sa descendance, d'avoir un enfant de Dookie, quoi. J'aurais été tellement heureux d'avoir un petit bout de lui qui est toujours vivant auprès de moi. Ça aurait été vraiment quelque chose d'incroyable, mais que malheureusement, bah, je n'aurais jamais, quoi. Sinon, à part ça, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, les moments où je vais dormir, c'est les pires moments parce que c'est là où je me répète plein de choses en boucle. Mais notamment, je lui dis que bah, je l'aime, que j'espère qu'il a pas trop souffert, qu'il a réussi à comprendre ma décision, que je l'ai emmené pour son bien, pour ne plus qu'il souffre. J'espère vraiment qu'il a compris ça et j'espère juste qu'il m'en veut pas, quoi, d'avoir pris cette décision. Et je me dis aussi bah, qu'il me manque énormément, quoi.
En tout cas, la perte de Dookie m'a rappelé l'importance de chérir chaque instant avec nos proches. Parfois, le quotidien de la vie nous fait oublier que ces moments sont précieux. Mais la vérité est que le temps ne cesse jamais de s'arrêter. Et il n'y a pas de garantie de lendemain. Alors je vous encourage fortement à prendre le temps de dire je t'aime à ceux qui vous entourent. De partager des sourires, des éclats de rire et des souvenirs inoubliables. Ne remettez pas à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui, car demain n'est jamais promis. Pour finir, j'aimerais m'adresser à mon petit être aimé, car maintenant une page se tourne suite à ton départ. Notre histoire, remplie de bonheur, d'aventure et de complicité, arrive à son terme. Mais même si ton histoire se termine ici, ton impact sur ma vie continuera de résonner éternellement en moi. Et même si mon cœur est lourd de chagrin, en te disant au revoir, je suis rempli de gratitude pour chaque instant de bonheur partagé à tes côtés. Ton regard plein d'amour, tes câlins chaleureux, tes joyeux aboiements, tous ces petits moments qui semblaient à l'époque si ordinaires, et tous nos merveilleux souvenirs passés ensemble resteront à jamais gravés dans mon cœur. J'espère pouvoir un jour te retrouver, mais en attendant ce jour, je dois te dire au revoir. Adieu mon chien, repose en paix.